J'ai fait semblant de dormir, et j'ai entendu ma fiancée dire au téléphone, « Demain, il va me demander en mariage, mais son entreprise fait faillite. Quand il posera le genou à terre, je dirai non devant tout le monde. Je ne peux pas épouser un homme pauvre. » Le lendemain, elle est arrivée tout sourire. Mais la personne à genoux, ce n'était pas moi. C'était elle. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Raphaël Drummond. J'ai 36 ans. Je suis né à Barreira, dans l'ouest de l'État de Bahia, au sein d'une famille qui a toujours vécu de la terre. Mon grand-père est arrivé dans cette région dans les années 60, avec un troupeau d'ânes, et une promesse qu'il avait lui-même inventée, un jour, le Cerrado se transformerait en or. À l'époque, tout le monde s'est moqué de lui. Et le Cerrado, pour ceux qui ne le connaissent pas, ressemble à première vue à une terre ingrate. Des arbres tordus, de l'herbe jaune, et cette chaleur qui fit sur le sol en août. Mais mon grand-père a vu ce que les autres ne voulaient pas prendre le temps de regarder. Il a vu la profondeur de cette terre rouge. Il a vu l'eau qui se cachait en dessous, calme et profonde, attendant que quelqu'un ait assez de patience pour la trouver. Il a commencé avec le coton. Mon père a repris ce qu'il avait laissé, et il a continué à s'étendre lentement, sans se précipiter. Il a agi comme un paysan apprend à le faire, un pas après l'autre, sans s'endetter au-delà de ce qui lui permettait de dormir sur ses deux oreilles. Quand j'ai véritablement rejoint l'exploitation, après être rentré de l'université d'agronomie de Guagna, la propriété comptait 600 hectares. C'était une structure qui fonctionnait, mais qui était restée figée dans le temps. J'ai été le premier de la famille à installer un GPS dans le tracteur. Le premier à signer un contrat avec un agronome à temps plein, et non pas avec quelqu'un qui passait en coup de vent une fois par mois. Le premier, aussi, à passer du coton au soja, avec une rotation de maïs safrina, c'est-à-dire planter une deuxième culture sur la même terre, juste après la première récolte, en profitant de l'humidité et des engrais restants. Mon père observait tout cela avec ce mélange de fierté et de peur, typique des pères campagnards quand leur fils commence à modifier ce qui a toujours marché. Mais cela a marché, et même au-delà. En 8 ans, la ferme est passée de 600 à 2200 hectares. J'ai embauché ma propre équipe, et j'ai acheté des machines modernes. Je me suis lancé dans le système d'irrigation à pivot central, ce qui change complètement la dépendance à la pluie. Drummond Agro est devenu un nom respecté dans l'ouest de Bahia. Non pas parce que je parlais fort aux réunions du syndicat rural, ou parce que je me montrais à tous les dîners de producteurs, mais parce que les chiffres étaient là. Ils répondaient présents à la récolte, année après année, sans qu'aucun discours ne soit nécessaire. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'agrandir davantage, et beaucoup plus vite que mon père ne l'aurait fait. Le prêt s'élevait à 4,2 millions via BB Agro, une ligne de crédit rural pour les producteurs de taille moyenne, avec un différé d'amortissement de 12 mois, et une durée de 5 ans pour tout rembourser. L'objectif était d'exploiter 800 hectares supplémentaires dans une zone que j'avais louée à un producteur souhaitant prendre sa retraite, et de renouveler notre flotte de moissonneuses qui vieillissait. Cela semblait être l'étape naturelle. Les consultants que j'avais engagés à Brasilia affirmaient que c'était une démarche prudente pour quelqu'un avec mon historique. J'ai signé sans hésiter. Puis, la sécheresse a frappé. Ce n'était pas la pire sécheresse du Cerrado, loin de là, mais elle est arrivée au mauvais moment. Elle a touché exactement la nouvelle zone que j'étais encore en train de structurer, là où le sol n'avait pas encore bénéficié de l'historique de correction du reste de la ferme. La première récolte, sur ces 800 hectares, n'a atteint que 60% des prévisions. Et juste après cela, le prix du soja a chuté sur le marché international, en raison d'une récolte record aux États-Unis. 2 coups de poing consécutifs, la même année. Mais ce n'était pas la faillite. Je dois clarifier ce point, car c'est le cœur de tout ce qui va suivre. Ce n'était pas la faillite. C'était un problème de trésorerie sur 8 mois, avec un plan de restructuration déjà acté auprès d'un cabinet de conseil financier de Sao Paulo. Tout était documenté, et approuvé par la banque, dans le strict cadre légal prévu pour ce genre de situation. Le directeur de la banque le savait. Mes associés le savaient. Mon équipe le savait. La deuxième récolte de maïs poussait bien au-delà des attentes. Et les prévisions montraient que nous pourrions régler plus de la moitié de la dette avant la fin de l'année. Le problème, c'est que dans un petit milieu comme le secteur agricole, où tout le monde se connaît et où les informations voyagent plus vite que la pluie, le mot restructuration n'arrive jamais intact aux oreilles de ceux qui sont loin de la source. Il arrive déformé.
Il se transforme en faillite, en il a coulé, en Drummond est ruiné, il a fermé, c'est fini. J'ai découvert cette rumeur un mardi matin, en inspectant les cultures, suite au coup de fil d'un ami. J'aurais pu la démentir. J'aurais pu appeler les bonnes personnes, envoyer les vrais chiffres, montrer le plan sur un écran. C'était simple. Une après-midi d'appel aurait réglé le problème. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé la rumeur courir. J'ai gardé le silence exprès, et je me suis mis à observer. Car il y a une chose que mon grand-père m'a apprise, bien avant que je ne comprenne le poids de ces mots, la sécheresse ne tue pas la ferme, la sécheresse révèle de quoi la ferme est faite. Et je voulais vraiment savoir de quoi étaient faites les personnes de mon entourage, lorsque le ciel s'assombrit et que les comptes passent dans le rouge. La réponse que j'ai reçue de la part de certains, je ne m'y attendais pas. Surtout de la part de l'une d'entre elles. Son nom était Camila. Elle avait 31 ans, et venait de Salvador. Ce vendredi soir-là, elle était en route pour le restaurant Varanda do Cerrado, vêtue d'une robe rouge et portant un rouge à lèvres sombre. Elle souriait dans le rétroviseur du taxi, persuadée de savoir exactement ce qui allait se passer à son arrivée. Elle ne savait rien du tout. Je n'ai jamais été un grand amateur de foire. Mon père allait chaque année au Bahia Farm Show, le plus grand salon agroalimentaire de l'ouest de Bahia, qui se tient à Barreira. C'est une ville dans la ville, qui rassemble pendant 5 jours producteurs, fournisseurs, banques, consultants, vendeurs de machines et de semences. Il prenait un carnet, un stylo, et revenait la tête pleine de notes, et le portefeuille un peu plus léger. J'ai toujours pensé que les vraies affaires se concluaient au bureau, avec un tableur sous les yeux et un contrat sur la table. Cette année-là, j'y suis allé parce que mon associé, Thiago, m'avait convaincu. Il m'a dit qu'il y avait un fournisseur du Mato Grosso qui valait la peine d'être rencontré en personne, et que ce type de conversation en face à face permet de conclure des accords qu'un email ne réglera jamais. J'y suis allé à contre-cœur, en polo, sans carnet, et sans aucune envie de continuer à serrer des mains d'inconnus sous un soleil de 40 degrés. Ce fut la plus belle erreur de ma vie. Pendant un moment, la foire est bruyante, de cette façon dont seule la campagne sait être bruyante. Des tracteurs exposés, un animateur au micro, l'odeur de la terre retournée mêlée à celle d'un barbecue que quelqu'un allume toujours avant midi. J'étais en pleine discussion avec Thiago et 2 représentants d'une entreprise de semences, lorsqu'elle est apparue dans l'allée voisine. Elle portait une robe blanche et légère, les cheveux attachés, et des lunettes noires qu'elle gardait sur le dessus de la tête plutôt que sur les yeux. Elle était accompagnée d'une amie, la fille d'un petit producteur de la région que je connaissais de vue. Je ne saurais pas vraiment expliquer ce qui s'est passé. Ce n'était pas le genre de scène qu'on voit dans les films, où tout s'arrête et la musique se met à jouer. C'était plus simple, et plus profond que ça. Elle m'a regardé pendant une fraction de seconde, avant de poser les yeux sur autre chose, et j'ai complètement perdu le fil de la conversation que j'étais en train de tenir. Son ami nous a présenté Camila. Elle a tendu la main et prononcé son nom, avec le naturel de quelqu'un qui sait déjà qu'on se souviendra d'elle. Nous avons discuté pendant 3 heures cet après-midi-là. D'abord en groupe, puis, peu à peu, la conversation s'est resserrée jusqu'à n'impliquer que nous deux, tandis que Thiago s'éclipsait discrètement avec son ami. Elle venait de Salvador, du quartier de Graça. Elle me l'a dit avec cette légèreté de ceux qui ont grandi en sachant que leur adresse veut déjà dire quelque chose. Elle avait étudié la communication, travaillé un temps dans une agence de publicité, puis monté ce qu'elle appelait un cabinet de conseil en images. Elle avait un compte Instagram avec 40 000 abonnés. Des photos de voyage impeccables, des couchers de soleil, des tenues savamment étudiées. Le genre de profil qui semble demander 0 effort, alors que c'est l'exact opposé. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait à une foire agricole à Barreira. Elle a ri avant de répondre. Elle a dit qu'elle rendait visite à son amie, qu'elle n'était jamais allée à une telle foire, et qu'elle était curieuse. Ensuite, elle m'a demandé ce que je pensais du secteur agricole, avec une attention dans le regard que j'ai cru sincère. J'ai continué à parler. J'ai parlé de la ferme, de la transition du coton au soja, du Cerrado comme nouvelle frontière agricole. Elle a posé des questions. De bonnes questions. Aujourd'hui, je comprends que ces questions étaient bonnes parce qu'elles étaient stratégiques. Mais ce jour-là, je n'ai vu qu'une femme belle et intelligente, qui semblait vouloir comprendre le monde dans lequel je vivais. Avant de partir, elle a demandé mon numéro, que je lui ai donné sans hésiter. La semaine suivante, elle m'a envoyé un message pour me poser une question sur un article qu'elle avait lu au sujet de l'agro-industrie dans l'ouest de Bahia.
J'ai répondu. La conversation a coulé de source. Nous avons avancé à un rythme qui semblait naturel, sans forcer. Sans cette anxiété de celui qui essaie de construire quelque chose à tout prix. Ou, du moins, c'est ce que j'ai vu. Les premiers mois ont été agréables, comme le sont souvent les débuts de relations. C'est agréable, quand on est adulte et qu'on n'a rien ressenti de vrai depuis un moment, d'éprouver ce mélange de calme et d'euphorie, paradoxal, mais qui fonctionne. Elle venait à Barreira le week-end. J'allais à Salvador quand je pouvais libérer mon emploi du temps. Elle m'a montré sa ville avec la fierté qu'un habitant de Salvador éprouve pour sa cité. Cet amour à la fois exagéré et justifié. Elle m'a emmené à Rio Vermelho, au Pelourinho, un jeudi soir, dans un restaurant de Santo Antonio Alem do Carmo où le vatapa était le meilleur que j'ai jamais mangé de ma vie. Je l'aimais, d'une manière réelle et sincère. Non pas à la manière des débutants, qui aiment davantage l'idée de la personne que la personne elle-même. C'était déjà ce sentiment qui vient plus tard, quand l'excitation retombe, mais qu'on a toujours envie d'être près de l'autre. Mais il y a une chose que j'ai remarquée, et que j'ai laissé passer. Un soir, à Salvador, elle m'a emmené dîner avec un groupe de ses amis. Des gens qu'elle connaissait depuis l'université, des enfants de bonne famille. Ce cercle qui existe dans chaque capitale, où tout le monde se connaît, où personne ne parle ouvertement d'argent, mais où tout le monde évalue constamment la taille du portefeuille de l'autre. Bonne table, restaurant cher à Itegara. Conversation fluide. À un moment donné, quelqu'un a demandé ce que je faisais. Camila a répondu avant même que j'ouvre la bouche. Elle a dit que je possédais l'une des plus grandes fermes de l'ouest de Bahia. Elle n'a pas prononcé mon nom en premier. Elle n'a pas dit que j'étais agronome, que ma famille avait bâti cela sur 3 générations, ou que j'avais transformé une propriété moyenne en une véritable entreprise. Elle a mentionné la taille. Comme si la taille était l'information principale. Comme si j'étais la ferme, et non l'homme qui l'avait construite. Tout le monde à table a affiché une expression de discrète approbation. Ce hochement de tête que les gens d'un certain milieu se font, lorsqu'ils constatent que quelqu'un remplit les critères. J'ai souri, j'ai changé de sujet, et j'ai fait semblant de ne rien remarquer. Mais j'avais bien remarqué. J'ai continué à laisser passer, parce que je me suis convaincu que c'était sa façon de parler. Qu'elle était fière de mon parcours, et qu'elle ne savait pas comment l'exprimer autrement. Je m'en suis convaincu, parce que je voulais m'en convaincre. Car, quand on aime vraiment quelqu'un, on a cette capacité effrayante à transformer un signal d'alarme en un détail insignifiant. À tordre ce qu'on a vu, jusqu'à le faire entrer dans une explication qui ne nous blesse pas. Le dîner s'est terminé. Nous sommes rentrés à son appartement. Elle a été surexcitée toute la soirée, parlant d'un ami qui montait une affaire, d'une loge VIP qu'ils allaient avoir pour le carnaval, et d'un voyage que le groupe planifiait à Trancoso pour le Nouvel An. J'ai écouté tout cela. J'ai approuvé quand il fallait approuver. Je me suis endormi avec le sentiment d'être heureux, mais d'un bonheur qui avait une odeur légèrement différente de ce qu'il aurait dû être. 3 semaines plus tard, la rumeur de faillite a commencé à circuler. Et c'est là que j'ai compris que le dîner à Itegara avait été plus révélateur que je ne l'avais admis. Le téléphone a sonné à 8h47 du matin. J'étais dans une nouvelle partie de la ferme, celle que j'avais louée. Je marchais entre les rangs de soja avec l'agronome, pour évaluer le développement des cultures après les dernières semaines d'irrigation. Le soleil de Barreira, ce mois-là, ne pardonnait à personne. Une chaleur sèche, un ciel sans nuages, et cette luminosité qui donne au paysage du Cerrado l'air d'être peint avec des couleurs trop fortes. J'ai enlevé mon chapeau. J'ai décroché sans regarder le nom de l'appelant. C'était Fabio, un ami d'enfance devenu courtier rural. Le genre de personne qui circule entre le notaire, la banque et le syndicat agricole toute la semaine, et qui sait tout avant tout le monde. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. Raphaël, je t'appelle parce qu'il faut que tu le saches, avant de l'entendre de quelqu'un d'autre. Ils disent que tu vas demander le redressement judiciaire, que Drummond Agro a coulé, et que tu n'as aucun moyen d'honorer le financement. Ça circule déjà à Luis Eduardo. Ça tourne dans Barreira. Et hier, un gars m'a demandé si c'était vrai, lors d'un déjeuner à Corentina. D'où ça sort, cette histoire? Je suis resté immobile entre les rangs de soja pendant un instant. L'agronome a remarqué que la conversation avait changé de ton, et a marché lentement vers l'avant, faisant mine d'examiner une plante. J'ai dit à Fabio que je le remerciais pour l'avertissement, que ce n'était qu'une rumeur, que tout était sous contrôle et que j'allais régler ça.
Il a répondu qu'il savait que j'allais gérer, et qu'il voulait juste s'assurer que j'étais au courant. J'ai raccroché, j'ai remis mon chapeau, et j'ai marché dans le champ en silence pendant environ 10 minutes, en faisant mes calculs. Ce n'était pas difficile d'en retracer l'origine. Quelques semaines plus tôt, lors d'une réunion avec le directeur de la banque, l'un des analystes était parti en avance sous un prétexte quelconque. J'ai découvert plus tard, indirectement, que cet analyste avait un beau-frère qui travaillait dans l'agroalimentaire à Barreira, et qu'ils déjeunaient ensemble toutes les semaines. Quelqu'un avait entendu ce qu'il ne devait pas entendre, l'avait interprété de la façon la plus dramatique possible, et l'avait jeté dans le circuit. Dans les campagnes, une information incomplète sur une dette est comme une graine dans une bonne terre, elle pousse vite, et dans toutes les directions. Le fait est que je connaissais toute la vérité. La restructuration était actée avec un cabinet de conseil financier de Sao Paulo. Les documents étaient signés, le calendrier approuvé par la banque, et la deuxième récolte de maïs poussait mieux que prévu. Il n'y avait aucune demande de redressement judiciaire. C'était un plan de renégociation que n'importe quel producteur moyen utilise, lorsque la trésorerie se resserre lors d'un mauvais cycle de récolte. C'est un outil, pas une défaite. J'aurais pu appeler les bonnes personnes ce matin-là. J'aurais pu envoyer les chiffres aux personnes intéressées, tuer la rumeur dans l'œuf, et reprendre le contrôle du récit en 48 heures. Mais je me suis arrêté là, au milieu du Cerrado, avec le soleil dans le cou et le téléphone à la main. Et j'ai pris une autre décision. Je l'ai laissé courir. Pas par fierté. Pas parce que j'étais trop jeune pour comprendre les dégâts qu'une rumeur peut causer à une réputation. Mais parce que quelque chose en moi voulait voir. Je voulais savoir qui resterait à mes côtés, quand le ciel s'assombrirait pour de bon. Qui appellerait pour me demander comment j'allais, avant de demander si la dette était réelle. Qui regarderait mes 8 années de travail, pour en conclure qu'elle valait plus qu'un bruit de couloir. Mon grand-père m'avait appris que la sécheresse révèle les racines. La racine faible meurt, la racine profonde s'accroche, et produit ensuite des récoltes encore plus abondantes, parce qu'un stress hydrique bien dosé oblige la plante à puiser plus profond. Je voulais voir les racines autour de moi. Ce que j'avais mal calculé, c'est à quel point ce que j'allais découvrir allait me faire souffrir. Le changement chez Camilla ne fut pas soudain. C'était le genre de changement que l'on ne peut cartographier qu'en regardant en arrière. Car sur le moment, on trouve une explication à tout. D'abord, il y a eu l'annulation d'un voyage à Barreira, un vendredi. Elle a dit qu'un rendez-vous avec un client s'était présenté, et que l'on remettrait ça au week-end suivant. Normal, ça arrive. Ensuite, le téléphone. Elle avait toujours son téléphone à la main, ce n'était pas nouveau, Instagram, les messages, le contenu. Sa vie passait beaucoup par l'écran. Mais elle a commencé à poser son téléphone face vers le bas quand j'étais dans les parages. Ou bien elle l'emmenait aux toilettes, alors qu'avant, elle le laissait sur le lit. Des petits détails, qu'on classe dans la catégorie au paranoïa personnel, et non comme de vraies données. Puis sont venues les questions. Des questions qu'elle enrobait de bienveillance, mais qui cachaient une autre forme à l'intérieur. Tu vas bien? Tu as l'air inquiet. Tu dors bien? J'ai vu un article sur le marché du soja, c'est difficile pour tout le monde cette année, n'est-ce pas? As-tu un poids sur le cœur? Tu peux tout me dire, tu le sais. Je répondais que j'allais bien, que c'était la période des récoltes, et qu'il était normal d'être fatigué. Elle écoutait, esquissait un sourire, puis changeait de sujet. Et j'aimais à croire que c'était de la sollicitude sincère, car c'était plus facile que d'envisager l'alternative. La scène que je n'arrive pas à me sortir de la tête aujourd'hui, s'est déroulée un mercredi soir, 3 semaines après l'appel de Fabio. J'étais à Salvador. J'y étais allé pour régler un problème avec un fournisseur qui y avait un bureau. J'en ai profité pour aller directement chez elle à l'improviste, comme on le fait quand on est dans une relation confortable et qu'on a envie de voir la personne. J'ai acheté des fleurs à un stand sur l'avenue 7 de Setembro. Ces fleurs que les vendeuses bayanaises proposent dans des seaux. Des tournesols et des oiseaux de paradis, volumineux et éclatants, le genre qu'on ne peut pas ignorer. J'ai fait une réservation dans un restaurant qu'elle aimait, à Barra. Je suis arrivé devant la porte de son appartement, avec un bouquet à la main et la réelle envie de passer une bonne soirée. Elle a ouvert la porte, et son visage a eu une réaction que je n'ai pas pu nommer sur le coup. Ce n'était pas du mécontentement. Cela ressemblait plutôt au choc de quelqu'un qui est surpris en pleine réflexion, une réflexion qu'il n'est pas prêt à partager. Cela a duré une seconde. Puis est venu le sourire,
le bisou sur la joue, et le « entre ». Quelle surprise! Tu m'as manqué. Mais elle a gardé son téléphone à la main, pendant que je mettais les fleurs dans un vase. Je l'ai vu taper quelque chose rapidement, avant de le ranger dans sa poche. Je lui ai demandé à qui elle écrivait. Elle a répondu que c'était à une amie, pour confirmer un rendez-vous le week-end. Je n'ai pas posé d'autres questions. Nous sommes allés dîner. Le restaurant était bon. La nourriture était bonne. La conversation coulait, mais elle semblait légèrement détachée d'elle-même. Présente physiquement, mais avec la tête dans un endroit que je ne pouvais pas atteindre. Elle a parlé du carnaval qui approchait, d'une loge VIP que des amis organisaient sur le circuit Barra Andina, et d'une auberge à Trancoso qu'il fallait réserver à l'avance si nous voulions y passer le nouvel an. J'ai écouté tout cela. J'ai approuvé quand il fallait approuver. J'ai payé l'addition. Sur le chemin du retour vers l'appartement, elle était silencieuse, regardant par la fenêtre de la voiture. J'ai posé ma main sur la sienne, au-dessus du levier de vitesse. Elle y a laissé, mais n'a pas serré la mienne en retour. Ce soir-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai continué à fixer le plafond pendant un long moment. J'essayais d'organiser les pièces du puzzle, l'annulation, le téléphone face cachée, les questions enrobées de douceur, la frayeur à la porte, la main inerte. J'essayais de dresser un tableau qui ait du sens, sans que cela me blesse. Et j'y suis arrivé. J'ai inventé une version qui ne faisait pas mal, et je me suis endormi. Mais il y a une chose que j'ai apprise à ce moment-là, et que je n'ai vraiment comprise que bien plus tard. On n'arrête pas de voir ce qu'on ne veut pas voir parce qu'on est stupide. On arrête de voir, parce qu'on a construit quelque chose avec cette personne. Et démolir ce qu'on a construit fait plus mal que de soupçonner que quelque chose ne va pas. C'est de l'instinct de protection. C'est humain. Et c'est exactement la faiblesse qu'un certain type de personne s'est exploité, sans que vous vous en rendiez compte. La semaine suivante, je suis rentré à Barrera. Je me suis plongé dans le travail, les cultures, et les réunions avec le cabinet de conseil. Le plan de restructuration avançait bien. Le maïs promettait une récolte supérieure aux prévisions. Le directeur de la banque m'avait appelé pour me dire que la renégociation était pratiquement conclue. De l'extérieur, la ferme se redressait silencieusement. De l'intérieur, quelque chose se défaisait au même rythme. Et je refusais toujours de le regarder en face. 3 jours plus tard, un jeudi soir, Camilla est venue à Barrera. Je m'étais couché tôt, épuisé par une longue semaine. Elle est arrivée après 23 heures. Et c'est là que tout ce que j'avais refusé de voir est devenu impossible à ignorer. J'avais pris un décontractant musculaire. Ce n'était pas une habitude. Je ne suis pas du genre à prendre des médicaments, je ne l'ai jamais été. Mais cette semaine-là, je traînais une tension dans le dos qui refusait de partir. Ce fameux nœud entre l'épaule et le cou, qui apparaît quand votre tête n'arrive pas à se déconnecter, même lorsque votre corps est au repos. Le médecin m'avait prescrit un relaxant léger quelques semaines plus tôt, en me disant de l'utiliser en cas de besoin. Ce jeudi-là, j'en avais besoin. Je l'ai pris après le dîner, je me suis couché avant 22 heures, et je me suis endormi rapidement. Camilla avait les clés de l'appartement depuis 4 mois. Elle venait à Barrera assez souvent pour que cela ait du sens. Elle laissait des affaires dans un placard, elle avait sa brosse à dents dans la salle de bain, et elle savait où je rangeais le café. Ce soir-là, elle m'avait prévenu qu'elle arriverait tard, car elle avait un rendez-vous avec une amie à Salvador avant de prendre la route. J'avais dit que ce n'était pas grave. J'avais laissé la lumière du porche allumée, et j'avais dormi. Elle est rentrée après 23 heures. J'ai entendu la porte. J'ai entendu ses pas dans le couloir. Je l'ai entendu aller à la salle de bain. Le relaxant m'avait plongé dans un état qui n'était pas un sommeil profond, mais qui n'était pas de l'éveil non plus. Cette couche intermédiaire, où l'on entend le monde, mais où l'on n'a pas l'énergie d'y réagir. Je suis resté allongé sur le dos, silencieux, pendant qu'elle bougeait dans la chambre. Elle est restée muette quelques minutes après être sortie de la salle de bain. J'ai imaginé qu'elle se changeait, qu'elle allait se coucher, et que la nuit s'arrêterait là. J'allais presque replonger dans le sommeil, quand j'ai entendu le bruit. Le tintement d'un message arrivant sur son téléphone. Elle ne s'est pas couchée. J'ai entendu qu'elle manipulait son téléphone pendant un moment, puis j'ai entendu le bruit de ses pas quittant la chambre. La porte ne s'est pas fermée, elle est restée entr'ouverte. L'appartement est petit,
et le salon se trouve à moins de 6 mètres de la chambre. Je suis resté immobile, respirant lentement, le dos collé à l'oreiller. C'est alors que j'ai entendu sa voix. Basse, mais pas assez. Elle enregistrait un message vocal. Je l'ai su au rythme, sans les pauses de quelqu'un qui attend une réponse. Juste le débit précipité de quelqu'un qui envoie un mémo vocal. J'ai concentré toute l'énergie qu'il me restait pour écouter, sans bouger un muscle. Et j'ai écouté. Dany, appelle-moi quand tu pourras. Écoute, je traverse une situation ici, et il faut que je t'en parle. Demain, il va me demander en mariage. Je le sais, parce que j'ai vu la petite boîte dans le placard. Ce vieux meuble qu'il ne ferme pas à clé. Mais j'ai appris quelque chose cette semaine. J'ai parlé à Murillo. Tu te souviens de Murillo? Celui qui travaille dans les investissements à Salvador. Il m'a dit que le nom de Raphaël circulait déjà comme mauvais payeur sur le marché. Que son entreprise a définitivement coulé. Que les gens parlent de redressement judiciaire. Je ne peux pas faire ça. Dany. Je ne peux pas épouser un homme pauvre. Quand il posera le genou à terre demain, je dirai non devant tout le monde. Et après, je rentre à Salvador. Je suis même déjà en train de réfléchir à la façon dont je vais emballer mes affaires ici. Elle s'est tue. Il y a eu un court silence. Puis, elle a ajouté d'une voix encore plus basse, je ne me sens pas mal du tout. J'ai essayé, mais ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. J'ai entendu l'application se fermer. Je l'ai entendu rester immobile dans le salon pendant un instant, puis les pas sont revenus vers la chambre. Je n'ai pas bougé. Elle est entrée, a posé son téléphone sur la table de nuit de son côté, s'est allongée, a tiré le drap, est restée silencieuse une minute, puis a dit « Bonne nuit », d'un ton normal, comme si c'était une nuit ordinaire. Je n'ai pas répondu. Elle a dû penser que je dormais profondément. Elle s'est tournée sur le côté, et en 10 minutes, sa respiration est devenue lourde et irrégulière. Je suis resté sur le dos, les yeux ouverts dans le noir. Je ne saurais pas décrire correctement ce que j'ai ressenti, dans les premières minutes qui ont suivi cet audio. Ce n'était pas de la colère. La colère s'accompagne de chaleur, de l'envie de bouger, de parler, de faire quelque chose. Ce que j'ai ressenti, c'était du froid. Ce froid spécifique du Cerrado bahianais, au petit matin, en juin. Quand la température passe de 40 degrés la journée, à moins de 15 la nuit, et que l'air devient sec et immobile. Et vous ressentez ce froid de l'intérieur vers l'extérieur, pas l'inverse. Un froid qui paralyse, sans blesser immédiatement. Je n'arrêtais pas de penser à Murillo. Je connaissais vaguement ce nom. J'avais entendu Camilla le mentionner une ou deux fois. Le genre de connaissance périphérique qui apparaît dans une conversation, mais qui n'a jamais de visage défini. Consultant en investissement à Salvador. Il avait entendu la rumeur de la même manière que tout le monde. Il l'avait filtrée à travers la même désinformation, propre à celui qui n'a pas accès aux vrais chiffres, et l'avait transmise à Camilla comme si c'était une vérité confirmée. Et Camilla avait basé toute sa décision là-dessus. Ce n'était pas une trahison charnelle. Il n'y avait pas d'autre homme. Il n'y avait pas de mensonge sur qui elle était. C'était pire que ça, d'une manière qu'il m'a fallu du temps à nommer. C'était un choix froid. C'était une évaluation. C'était moi, pesé sur une balance dont j'ignorais l'existence, et dont le résultat s'affichait en négatif, dans un tableur qu'elle tenait à jour, alors que je croyais que nous construisions quelque chose ensemble. Et ce qui m'est resté le plus en tête, allongé dans ce noir pendant qu'elle dormait à mes côtés, ce n'était pas le passage où elle disait qu'elle refuserait devant tout le monde. C'était la dernière phrase. Je ne me sens pas mal du tout. J'ai essayé. Essayé quoi, Camilla? Elle a essayé de m'aimer malgré la possibilité que je n'ai pas assez d'argent. Elle a essayé d'ignorer ce qu'elle prenait pour de la pauvreté, et elle n'a pas pu. Elle a essayé de se convaincre que l'homme à ses côtés valait plus que les actifs qu'il représentait, et le compte n'y était pas. J'ai continué à fixer le plafond jusqu'à 4 heures du matin. Elle a dormi toute la nuit sans bouger, comme quelqu'un qui a la conscience tranquille. Je suis resté silencieux à côté d'elle pendant des heures, élaborant chaque détail de ce que j'allais faire, dans le bon ordre, sans me précipiter et sans commettre d'erreur. Je n'allais pas la confronter. La confrontation, c'est du bruit. Et le bruit lui donnerait la chance de s'expliquer, de pleurer, de remanier l'histoire de manière à rejeter la faute sur la situation, et non sur elle.
Je n'allais pas partir cette nuit-là. Je n'allais envoyer de message à personne. Je n'allais pas appeler Thiago à 3 heures du matin pour me défouler. J'allais attendre. Me réveiller le lendemain, boire mon café, sourire au bon moment, répondre quand il le fallait. J'allais la laisser arriver au restaurant, persuadé de connaître la fin de l'histoire. Car il y a un type de rupture qui ne fonctionne que lorsque l'autre personne ne s'y attend pas. À 4h30, je me suis levé doucement, je suis allé dans la cuisine, et j'ai bu de l'eau dans la pénombre. La fenêtre de la cuisine donne sur l'arrière-cour, et de là, on pouvait apercevoir un bout du ciel du Cerrado. Le ciel de Barreira, au petit matin, est différent de tous ceux que j'ai pu voir. Sans pollution lumineuse, sans immeubles encombrants. Les étoiles sont si proches qu'on dirait que le ciel est descendu d'un étage. J'ai continué à regarder pendant un moment. J'ai pensé à mon grand-père. Dans les années 60, quand il est arrivé ici avec rien, dans ce Cerrado que tout le monde qualifiait de terre inutile. Il n'avait pas de tableur, pas de consultant, pas de crédit rural. Il n'avait que sa lecture du sol, et la patience de celui qui sait qu'une bonne terre ne produit pas à la première pluie. Elle produit après qu'on ait appris à la travailler. Je suis retourné dans la chambre, je me suis allongé sur le dos, et j'ai fermé les yeux. Le lendemain matin, elle a préparé le café, a mis la table, m'a embrassé sur la joue, et m'a demandé si j'avais bien dormi. J'ai répondu que oui, et j'ai souri de la manière la plus naturelle possible. Parce que ce que j'avais planifié durant ces heures de silence était déjà totalement achevé en moi. C'était organisé et calme, attendant juste le bon moment pour se produire. Elle ne se doutait de rien, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Elle a demandé des œufs brouillés avec du fromage Coalo. Je le sais, parce que c'était ce qu'elle demandait toujours quand elle était de bonne humeur. Les jours où elle se réveillait tendue ou inquiète, c'était juste un café avec des toasts, peu de conversation, et le téléphone à la main dès la première minute. Mais les bons jours, elle demandait ses œufs brouillés, s'asseyait sans son téléphone, et affichait cette attitude ouverte qui m'avait tant plu au Bahia Farm Show. Ce matin-là, elle était de la meilleure humeur que j'ai vue depuis des semaines. Elle a préparé les œufs elle-même, remuant calmement dans la poêle tout en fredonnant doucement une chanson que je n'ai pas reconnue. Elle a mis la table avec soin. Le pain au fromage de la veille, réchauffé au four, le beurre, le café fraîchement coulé. Elle a tout apporté sans se presser, s'est assise en face de moi, a croisé les bras sur la table avec ce sourire matinal qui était vraiment magnifique. Je ne pouvais pas le nier. Elle a demandé si j'avais bien dormi. J'ai dit que oui, que le relaxant m'avait aidé, que je me sentais mieux. Une vérité partielle. Le relaxant m'avait aidé à dormir les premières heures. Le reste de la nuit n'avait appartenu qu'à moi. Elle a parlé d'une robe qu'elle avait vue dans un atelier à Salvador. Une amie lui avait envoyé une photo, et elle pensait la commander pour une occasion spéciale. Elle a dit cela avec un ton légèrement plus aigu. Le ton de quelqu'un qui tâte le terrain, pour voir si l'autre personne va saisir la perche. J'ai mangé le pain au fromage, et j'ai dit qu'elle lui irait probablement à merveille. Comme tout le reste. Elle a souri de plus belle. Ensuite, elle a posé des questions sur le dîner. À quelle heure? Quel restaurant? Y avait-il quelque chose de spécial de prévu? Elle a demandé cela avec une désinvolture un peu trop répétée. La bonne voix, la bonne pause après la question, le regard qui file vers le café avant de revenir sur moi. J'ai dit que j'avais réservé au Varanda do Cerrado pour 20h. Que ça allait être une bonne soirée. Elle a répondu que c'était génial, qu'elle allait se faire coiffer l'après-midi, et voilà. Elle est retournée à ses œufs brouillés, a parlé d'une histoire qu'une amie avait racontée sur WhatsApp. Elle a ri d'une chose que j'ai entendue, mais que je n'ai pas retenue. J'ai bu mon café. J'ai mangé. J'ai répondu quand il fallait répondre. Je me suis levé pour laver ma tasse. Normal. C'était tellement normal que c'en était effrayant. À 9h du matin, elle est allée prendre sa douche. J'ai pris mon téléphone, et j'ai envoyé un message à Thiago. On peut parler, là? Il a répondu en 2 minutes. Je l'ai appelé. Thiago Brandao avait 38 ans. Il était mon associé pour la partie commercialisation des récoltes, et il était le genre d'ami que la campagne forge quand tout s'aligne parfaitement. Loyal à l'ancienne, sans faux semblant, sans condition. Nous avions grandi dans la même rue à Barreira, nous étions allés à la même école. Nous avions été les témoins l'un de l'autre quand Thiago a épousé sa première femme,
qui est parti 2 ans plus tard en prenant le chien, mais en laissant notre amitié intacte. Il sortait depuis 3 ans avec Laetitia. Une institutrice de Barreira, fille d'un producteur rural. Une femme sérieuse et directe, comme le sont souvent les femmes de la campagne quand elles n'essaient d'impressionner personne. Je savais que Thiago cachait une bague dans une boîte à chaussures, dans son placard. Il me l'avait dit un soir, autour d'une bière. Gêné par son propre romantisme, il disait qu'il attendait le bon moment. Je lui avais demandé combien de temps il comptait attendre. Il avait répondu qu'il n'en savait rien, qu'il avait peur de rater la mise en scène. Ce matin-là, je lui ai dit que la mise en scène était prête. Que c'était ce soir-là, au Varanda do Cerrado, que je payais tout. Qu'il devait juste se présenter avec Laetitia à 19h40, s'asseoir à la table que j'avais réservée à côté de la mienne, et que lorsque je lui enverrais un message, il se lèverait et ferait sa demande. Il est resté silencieux un instant, puis a demandé ce qu'il se passait avec Camila. Je n'ai dit que l'essentiel. Que j'avais entendu ce que je n'aurais pas dû entendre, et que j'y mettais fin. Qu'il fallait qu'il me fasse confiance sans avoir tous les détails dans l'immédiat. Thiago est le genre d'homme qui n'a pas besoin de longues explications. Il a répondu, d'accord, qu'il allait parler à Laetitia, et qu'il serait là. J'ai raccroché avant que Camila ne sorte de la salle de bain. À 14h, j'avais une réunion avec le cabinet de conseil financier. C'était la partie de l'histoire que je devais protéger avec le plus grand soin ce jour-là, car c'était le cœur de tout ce que Camila ignorait. Et je n'allais pas le lui révéler, du moins, pas de la manière dont elle s'y attendait. Ce cabinet de Sao Paulo était spécialisé dans la restructuration de dettes rurales. Il avait été recommandé par le directeur de la banque lui-même. Lorsque la situation de trésorerie est devenue critique après la sécheresse, c'est lui qui m'avait suggéré de les contacter, avant toute discussion concernant une renégociation officielle. C'était la voie à suivre, dans le cadre de ce que le marché offre à un producteur de taille moyenne, avec un historique vierge et une situation réversible. La réunion a duré 2 heures. Enrique, le coordinateur du plan, un homme d'une 40aine d'années qui avait passé sa vie à résoudre le genre de problème que les producteurs créent lorsqu'ils se développent plus vite que leur trésorerie ne le permet, a ouvert la présentation et est allé droit au but. Les chiffres de la deuxième récolte de maïs avaient clôturé au-dessus des prévisions. 22% au-dessus. Ce qui signifiait une rentrée de fonds qui couvrait largement la première échéance renégociée. La banque avait approuvé le nouveau calendrier d'amortissement, avec une réduction des taux d'intérêt due à l'historique du client. Les prévisions indiquaient que nous pourrions rembourser 68% de la dette totale d'ici décembre, laissant un solde résiduel qui s'intégrerait facilement dans les flux opérationnels de la ferme. Ce n'était pas un redressement judiciaire, ça ne l'avait jamais été. C'était le type de restructuration qui se passe en coulisses dans l'agro-industrie en permanence. Et que personne n'annonce, parce qu'il n'y a rien à annoncer. C'est juste un producteur qui ajuste sa cadence après une mauvaise récolte, qui utilise les outils que le système offre, et qui va de l'avant. Enrique a clôturé la présentation en affirmant que dans quelques mois, Drummond Agro présenterait son bilan le plus sain des 3 dernières années. Il a dit cela avec la sérénité de celui qui a vu des situations bien pires se résoudre de façon bien plus spectaculaire. Je l'ai remercié, j'ai fermé mon ordinateur, et je suis parti. Sur le chemin du retour vers l'appartement, je me suis arrêté à un feu sur l'avenue principale de Barreira, et j'ai regardé l'animation de la ville pendant un instant. Des pick-up avec des plaques d'immatriculation de la campagne, un tracteur passant lentement sur la mauvaise voie de la route d'accès. Les enseignes des commerces qui mêlent boutiques de vêtements, revendeurs de semences, et restaurants buffet au kilo. Barreira est une ville qui a grandi trop vite pour avoir eu le temps de s'organiser correctement. Mais elle dégage cette énergie propre aux villes de campagne, lorsqu'elles sont au cœur de quelque chose de grand. Une urgence productive, un mouvement qui ne s'arrête jamais. J'étais né dans cette ville. J'y avais appris à lire. J'y avais enterré mon grand-père, et j'avais promis en silence, près de son cercueil, que j'honorerais ce qu'il avait planté. Camila n'avait jamais compris cela. Non pas parce qu'elle en était incapable, mais parce qu'elle n'avait jamais vraiment essayé. Pour elle, Barreira était l'endroit où je vivais, pas l'endroit qui m'avait forgé. La ferme était l'actif qu'elle évaluait, pas l'histoire que je portais. J'étais l'actif qu'elle envisageait de liquider avant qu'il ne se déprécie davantage. Cette clarté ne me faisait plus souffrir, cet après-midi-là. Elle m'avait fait mal dans les heures qui avaient suivi l'enregistrement, dans cette chambre noire pendant qu'elle dormait. Mais le matin, après le café avec les œufs brouillés au fromage Coalo et ce sourire,
elle ignorait que je la déchiffrais depuis un tout autre niveau. La douleur s'était transformée en autre chose. En détermination. Cette détermination spécifique de celui qui n'a plus besoin de réponse, parce qu'il a déjà compris la question dans sa globalité. Je suis rentré chez moi à 17h. Camilla était dans le salon, son ordinateur portable ouvert, un carnet à côté, travaillant sur le projet d'un client. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Elle a levé les yeux quand je suis entré, m'a demandé comment s'était passée la réunion. J'ai répondu que ça s'était bien passé, que les choses s'arrangeaient. Elle s'en est réjouie, avec ce sourire que je savais désormais lire en plusieurs couches, un soulagement superficiel, un doute au milieu, et au fond, une calculatrice qui ne s'éteignait jamais. J'ai dit que j'allais prendre une douche, je me suis changé. Je me suis assis sur le porche pendant environ 20 minutes, avant de commencer à me préparer pour le dîner. La fin de journée, dans le Cerrado, possède une qualité de lumière qui m'a toujours fasciné. Cet orange qui descend lentement, teignant l'horizon d'une couleur qui n'existe nulle part ailleurs. Comme si le Cerrado savait n'être magnifique que lorsque personne n'y prête attention. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert WhatsApp, et je suis allé sur la conversation avec Camilla. J'ai remonté l'historique lentement. Les messages des dernières semaines, les questions enrobées de douceur, les annulations sous de vagues prétextes, les courts messages vocaux de bonne nuit qui devenaient de plus en plus brefs. Je faisais des allers-retours dans cette lecture, comme quelqu'un qui vérifie un problème de mathématiques dont il connaît déjà le résultat, mais qui a besoin de revoir les chiffres une dernière fois pour en être sûr. J'en étais sûr. J'ai fermé WhatsApp. J'ai ouvert la discussion avec Thiago. J'ai juste envoyé « Confirmé pour ce soir ». 19h40, table à côté. Il a répondu par un seul emoji pouce en l'air. J'ai fermé mon téléphone, je me suis levé du porche, je suis entré dans la maison. Je suis allé dans la chambre, et j'ai ouvert le placard. Au fond, derrière une pile de chemises que je mettais à peine, se trouvait la petite boîte en velours noir. Le genre de boîte qu'un bijoutier vous tend, quand vous payez plus que vous ne devriez pour quelque chose dont vous espérez qu'il durera toujours. Je l'avais acheté 3 mois plus tôt, dans une bijouterie de Salvador. Un jour où j'étais heureux, de cette manière simple que l'on ressent quand on ignore encore ce qui nous attend. J'ai tenu la boîte un instant. Puis je l'ai mise dans la poche de ma veste de costume. Non pas parce que j'allais m'en servir, mais parce qu'elle faisait partie de ce que j'avais prévu. C'était un détail, et les détails comptaient. Je ne suis pas du genre à fouiner. Ce n'est pas une vertu, c'est un trait de caractère. J'ai grandi dans une maison où mon père disait toujours qu'un homme qui fouille dans les affaires des autres, sans y être invité, ne mérite pas ce qu'il trouve. J'ai gardé ça avec moi tout au long de mes relations avec différentes femmes, avant Camilla. Je n'ai jamais fouillé dans un téléphone. Je n'ai jamais lu un message qui ne m'était pas destiné. Je n'ai jamais ouvert un tiroir qui ne m'appartenait pas. Non pas parce que je n'étais pas curieux, mais parce que j'ai toujours pensé que ce qu'on cherche quand on n'a pas été invité à regarder, on le trouve de la plus vilaine des manières. Le problème, c'est que cet après-midi-là, je ne cherchais rien. C'était un vendredi, 2 jours après cette fameuse nuit où j'avais fait semblant de dormir. J'étais parti tôt pour la ferme, j'étais rentré à midi en ayant faim, et avec la tête qui traitait encore les chiffres de la réunion avec le cabinet de conseil. Camilla était dans la chambre quand je suis arrivé. Elle a dit qu'elle allait se reposer un peu, qu'elle avait mal dormi. J'ai réchauffé mon repas dans la cuisine. J'ai mangé seul sur le porche, j'ai lavé mon assiette. Je suis allé dans le salon pour récupérer mon carnet, que j'avais laissé sur le canapé. Son téléphone était sur la table d'appoint. Il n'était pas déverrouillé, et n'était ouvert sur aucune conversation. L'écran était noir, comme l'est un téléphone que personne n'utilise. Je ne l'ai même pas regardé volontairement. J'ai pris le carnet. J'allais me retourner et partir. Puis il a tinté. Ce n'était pas un appel. C'était une notification de message, le genre qui illumine l'écran quelques secondes et affiche le nom du contact ainsi que le début du texte, avant de s'éteindre. J'étais à moins d'1 mètre. Je l'ai vu sans le vouloir. Le contact était enregistré sous « F » avec l'émoji d'un palmier. Et le début du message disait « Alors, tu t'es décidé ? Je t'attends. Les gars ont demandé de tes nouvelles pour ce carnaval. La loge VIP de cette année est encore mieux que l'année dernière. » L'écran s'est éteint. Je suis resté immobile avec le carnet à la main, un instant.
Puis je suis allé sur le porche, je me suis assis, et j'ai ouvert le carnet sans lire ce qui y était écrit. Loge VIP du carnaval. Les gars ont demandé de tes nouvelles. Ce n'était pas suffisant pour construire quoi que ce soit de concret. Ça pouvait être un ami, un groupe, ça pouvait être n'importe quoi. Mais il y avait quelque chose dans cet emoji palmier. Dans ce « alors », tu t'es décidé. Dans ce ton de quelqu'un qui attend une décision que l'autre personne n'a pas encore prise. Quelque chose qui avait un poids spécifique que je ne pouvais ignorer. Je n'ai pas touché à son téléphone. Je n'allais pas le faire. Mais je suis allé dans la chambre où elle dormait, et j'ai regardé une seconde son visage sur l'oreiller. Ce visage que je trouvais magnifique depuis le premier jour. Que j'avais appris à déchiffrer pendant presque un an de relation. Que j'avais regardé dormir, d'autres fois, avec un sentiment totalement différent de ce que j'éprouvais maintenant. Je suis allé dans le bureau, j'ai allumé mon ordinateur, et j'ai cherché la lettre F parmi ses abonnements sur Instagram. Je n'ai pas eu besoin de chercher longtemps. Son profil était public, comme toujours, car un profil public fait partie du travail quand on vit de son image. Je suis allé dans l'onglet des identifications, qui montre les photos où d'autres personnes vous ont tagué. J'ai commencé à faire défiler. J'ai trouvé ce que je ne cherchais pas, en moins de 3 minutes. Felipe Andrade, 34 ans, profil public également. Basé à Salvador. Entrepreneur, du genre vague, ce qui sur Instagram signifie qu'il a de l'argent mais ne veut pas expliquer d'où il vient. Des photos à Trancoso, sur la place, sur une plage privée et chère. Des photos à Morro de Sao Paulo, sur un voilier, lors d'un dîner avec un grand groupe. Des photos dans une loge VIP au carnaval de Salvador, circuit Barra Andina. Ces gradins privés avec bar à volonté et vue sur le trio Elétrico, qui coûte ce qu'un producteur rural moyen gagne en un mois. Dans les identifications de Camila, qui dataient d'il y a un an ou plus, il apparaissait. Des commentaires sur ces photos. Rien d'explicite, rien qu'un avocat pourrait utiliser. Mais le genre de commentaires qui existe dans un territoire très spécifique, entre l'amitié et autre chose. Le genre de commentaires qu'un homme laisse quand il veut marquer son territoire, sans pour autant le revendiquer. Après qu'elle m'ait rencontré, il avait disparu des interactions publiques. Pas de commentaires, pas d'identification. Le profil était resté actif. Il postait normalement. Mais la piste entre eux avait disparu des réseaux, comme si quelqu'un avait passé un coup de gomme. J'ai fermé l'ordinateur. Je suis resté assis dans le bureau pendant un long moment, regardant le vide devant moi. Ce n'était pas cette colère brûlante qui surgit quand on découvre que quelqu'un nous a trompés directement et clairement, car ce n'était pas ça. Du moins, pas d'une manière qui puisse être prouvée. Pas d'une manière qu'on puisse appeler par son vrai nom. Cela ressemblait plutôt à cette sensation qu'on éprouve quand on conduit sur une route sombre, et que les phares éclairent quelque chose sur le bas-côté qu'on n'arrive pas bien à identifier, mais qui modifie notre rythme cardiaque avant même de comprendre ce qu'on a vu. Je n'avais aucune preuve de trahison. J'avais un contexte. Et le contexte est parfois plus honnête que les preuves. J'ai commencé à assembler toute l'image calmement, de la manière dont mon père m'avait appris à évaluer une terre avant de l'acheter. Sans précipitation, sans laisser l'espoir brouiller mon jugement, en ne regardant que ce qui était là. Camila avait grandi dans un environnement où la sécurité financière était la mesure de toute chose. Je ne l'avais pas appris de sources extérieures. Elle-même m'avait raconté, à différentes occasions, de petits détails sur sa famille, que j'avais archivés sans me rendre compte de ce que j'archivais. La mère qui avait épousé le père pour ce qu'il représentait à l'époque, qui était resté après que l'argent se soit tari, mais qui n'avait jamais caché le coût émotionnel de tout ça. Les amis d'enfance qui s'étaient mariés tôt à des hommes de famille connus de Salvador, et que Camila mentionnait toujours avec un mélange d'envie et de critique qui en révélait plus qu'elle ne le souhaitait. Elle n'était pas une méchante de conte de fées. Il fallait que je sois honnête avec moi-même là-dessus. C'était une personne qui avait appris à survivre dans un monde qui enseignait aux femmes comme elle que la sécurité venait de l'extérieur, pas de l'intérieur. Que le bon mari était l'homme avec les bons actifs. Que les sentiments, sans structure financière, c'était de la poésie. Et que la poésie ne payait pas une auberge à Trancoso. Cela ne rendait pas ce qu'elle avait fait moins réel, mais ça m'aidait à comprendre sans tourner en rond dans une colère qui m'aurait épuisé, sans me mener nulle part. Felipe Andrade était probablement le plan B qu'elle gardait soigneusement au chaud. Pas nécessairement une relation. Ça pouvait juste être une possibilité. Cette porte qu'un certain type de personne laisse entr'ouverte,
sans la verrouiller, au cas où le plan principal s'effondrerait. Quand la rumeur de la faillite lui est parvenue via Murillo, elle avait évalué les deux côtés de l'équation, et avait conclu que le plan A s'était déprécié au-delà de l'acceptable. C'était froid. C'était calculé. Cela avait été fait si naturellement qu'il m'avait fallu presque un an pour le voir, parce que ça semblait trop organique pour être une stratégie. J'ai repensé à mon grand-père, de nouveau. Il disait une phrase que j'avais tellement entendue pendant mon enfance, que j'avais fini par ne plus l'écouter. Comme on le fait avec les choses trop souvent répétées. J'ai recommencé à l'écouter cet après-midi-là, dans la cuisine, un verre d'eau à la main. Il disait, une bonne terre ne se confie pas à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va y planter. Je l'avais presque confié. J'étais passé assez près pour acheter une bague, réserver un restaurant, construire dans ma tête toute une vie avec une femme qui m'évaluait comme un actif, pendant que je bâtissais un projet. La différence entre mon grand-père et moi, c'est qu'il ne s'était jamais trompé dans sa lecture. Je m'étais trompé. Mais il était encore temps de ne pas récolter l'erreur comme si c'était un choix. J'ai appelé le Varanda do Cerrado. Monsieur Mario a répondu. Il est maître d'hôtel depuis plus d'années que le restaurant n'existe. Le genre d'employé qui fait partie de l'identité du lieu. J'étais un client assez fidèle pour qu'il reconnaisse ma voix avant même que je dise mon nom. J'ai dit que je voulais réserver 2 tables pour le lendemain, vendredi, à 20h. Une à mon nom pour 2, avec des fleurs au centre et une bougie allumée. Le standing classique des grandes occasions. Et une autre table juste à côté, pour 2, au nom de Thiago Brandao, sans décoration spéciale. Juste une table. Monsieur Mario a demandé si c'était pour fêter une occasion. J'ai dit que oui. Qu'il y aurait une demande en mariage ce soir-là. Il a dit qu'il s'en occuperait personnellement. Il a demandé si je voulais qu'il laisse une bouteille de vin mousseux sur la table, ou s'il devait attendre la demande. J'ai dit d'attendre la demande, et que le moment venu, ce serait évident. J'ai raccroché. Il y avait un détail que je devais gérer prudemment, car c'était le centre de tout, le message vocal. Je n'avais aucun moyen de récupérer l'audio qu'elle avait envoyé. Il était sur son WhatsApp, pas sur le mien. Ce que j'avais, c'était le souvenir de ce que j'avais entendu, mot pour mot. Parce que j'étais resté éveillé assez d'heures pour enregistrer chaque détail, avec ce genre d'attention que l'on déploie quand on sait qu'on ne pourra pas demander de répéter. Mais la mémoire, ça ne se joue pas sur haut-parleur dans un restaurant. J'ai passé la journée du lendemain avec ce problème en tête, tout en feignant la normalité à ses côtés. Petit déjeuner léger, discussion pour savoir où elle allait se faire coiffer, moi partant pour la ferme quelques heures. En chemin, j'ai appelé Fabio, le même ami qui m'avait contacté pour la rumeur de faillite quelques semaines plus tôt. Fabio comprenait la technologie mieux que quiconque à Barreira. Il était du genre à résoudre les problèmes de système d'application de téléphone sans avoir besoin d'un manuel. Je lui ai demandé s'il y avait un moyen de récupérer un message audio que quelqu'un avait envoyé depuis un téléphone qui n'était pas le mien, sur un réseau Wi-Fi que je contrôlais, et ce, sans toucher au téléphone de cette personne. Il est resté silencieux une seconde, puis a demandé, « Tu veux vraiment savoir comment, ou tu veux juste le résultat ?» J'ai répondu que je voulais le résultat. Il a dit qu'il aurait besoin d'accéder au routeur de l'appartement pendant une demi-heure. J'ai dit que je laisserais un double des clés au gardien de l'immeuble, à son nom. 2 heures plus tard, il m'a envoyé un message, « Fichier dans tes emails. » J'ai ouvert ma boîte mail sur mon téléphone, garé devant la ferme. Le fichier était là. Un MP3 avec la qualité raisonnable d'une personne enregistrant un audio WhatsApp dans un environnement calme. J'ai mis mes écouteurs, et j'ai écouté. Sa voix est sortie, limpide. « Danny, appelle-moi quand tu pourras. Écoute, je traverse une situation ici, et il faut que je t'en parle. Demain, il va me demander en mariage. Je le sais. Parce que j'ai vu la petite boîte dans le placard. Mais j'ai appris quelque chose cette semaine. J'ai parlé à Murillo. Tu te souviens de Murillo? Celui qui travaille dans les investissements à Salvador. Il m'a dit que le nom de Raphaël circulait déjà comme mauvais payeur sur le marché. Que son entreprise a définitivement coulé. Je ne peux pas faire ça. Danny. Je ne peux pas épouser un homme pauvre. Quand il posera le genou à terre, je dirai non devant tout le monde. Et après, je rentre à Salvador. Puis la pause. Puis la dernière phrase. Je ne me sens pas mal du tout. J'ai essayé. J'ai enlevé les écouteurs.
J'ai regardé le Serato devant moi. J'ai ouvert WhatsApp. Je suis allé sur ma conversation avec Camilla, et j'ai créé un fichier audio à partir du MP3. Je l'ai mis dans la conversation comme brouillon, sans l'envoyer. J'avais juste besoin d'avoir le fichier accessible sur mon téléphone, prêt à être lu d'une simple pression, au volume maximum, au moment opportun. J'ai testé le volume. J'ai testé la vitesse d'ouverture du fichier. Je l'ai testé 2 fois, 3 fois, jusqu'à être certain que lorsque j'en aurais besoin, il n'y aurait pas de décalage. Il ne planterait pas. Il ne m'obligerait pas à fouiller sur l'écran pendant qu'elle me regarderait de l'autre côté de la table. Quand je suis rentré à l'appartement en fin d'après-midi, Camilla était dans le salon, en train de finir de se préparer. Rouge à lèvres à la main, un petit miroir posé sur la coudoir du canapé. Cette concentration de la femme qui finalise quelque chose d'important. Elle m'a regardé dans le miroir quand je suis entré, a souri, et a dit qu'elle était presque prête. J'ai dit que j'allais me changer, et que je serais prêt. Je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert le placard, j'ai pris la veste de costume que j'avais mise de côté le matin. J'ai glissé la boîte en velours dans la poche gauche. Non pas parce que j'allais l'utiliser, mais parce qu'elle faisait partie de la scène que j'avais construite dans ma tête, et que j'avais besoin que chaque détail soit à sa place. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain pendant une seconde. Je n'étais pas en colère. Je n'avais pas peur. J'avais cette tranquillité spécifique qui apparaît quand on sait exactement ce que l'on va faire, et que l'on a confiance dans le plan qu'on a mis en place. Le même état que j'avais quand j'allais conclure un gros contrat, quand j'allais signer l'achat d'un terrain, quand j'allais prendre une décision qui impliquait de l'argent et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. C'était la conclusion. C'était la clarté. C'était la ferme se débarrassant de ce qui ne servait à rien, avant que la perte ne s'installe définitivement. J'ai pris mon téléphone, et j'ai envoyé un message à Thiago. On arrive à 20h. Toi et Laetitia à 19h40, table à côté. Quand je donne le signal, tu te lèves. Il a répondu en quelques secondes. Compris. Laetitia est magnifique. J'ai fermé mon téléphone, et je suis sorti de la salle de bain. Camilla se tenait dans le couloir, prête. Robe rouge, et le parfum français que je lui avais offert à Noël. Elle était belle de la manière dont elle savait l'être quand elle le voulait. Pas d'une manière quotidienne, mais pour les grandes occasions. L'allure de quelqu'un qui s'est préparé avec intention. Elle m'a regardé de la tête aux pieds, et a dit que j'étais bien habillé. Elle m'a demandé si j'étais nerveux. J'ai dit non. Et c'était vrai, dans le sens le plus complet du terme. Je n'étais pas nerveux. J'étais présent, ferme, avec chaque pièce à sa place. J'attendais simplement le moment opportun pour laisser la soirée avancer au rythme que j'avais défini. J'ai pris les clés du pick-up, je lui ai ouvert la porte pour qu'elle sorte en premier. Elle est passée devant moi, souriante, et j'ai fermé la porte de l'appartement avec le calme de celui qui sait que c'était la dernière fois. Le Varanda do Cerrado se trouve dans une rue perpendiculaire du centre de Barreira. Dans un manoir rénové que le propriétaire a acheté dans les années 90, quand la ville ne savait pas encore qu'elle allait grandir à ce point. La façade est simple. Briques apparentes, éclairage jaune, une enseigne en bois avec un nom en lettres sans empattement, qui semble avoir été fabriquée une fois pour toutes, sans jamais avoir besoin d'être changée. À l'intérieur, l'endroit possède la chaleur d'un restaurant qui existe depuis assez longtemps pour avoir sa propre personnalité. Des tables avec des nappes blanches, des chaises en bois sombre, de vieilles photographies du Cerrado baïanais sur les murs, et l'odeur de viande rôtie et de beurre en bouteille qui imprègne les murs d'une manière qu'aucune rénovation ne peut effacer. C'était vendredi soir, et la salle était pleine. Je suis arrivé à 19h50, 10 minutes avant elle, comme je l'avais prévu. Monsieur Mario m'a accueilli à l'entrée, avec la discrétion du gérant expérimenté qui sait distinguer une occasion d'une autre. Il m'a conduit à ma table, dans un coin de la salle. Légèrement à l'écart des autres, avec vue sur l'entrée, des fleurs au centre, une bougie allumée, 2 verres déjà dressés. Exactement comme je l'avais demandé. Je me suis assis face à la porte, et j'ai commandé de l'eau. J'ai posé le téléphone sur la table, face vers le bas sur le côté droit, à une distance que je pouvais atteindre sans avoir à chercher. J'ai ouvert la poche de mon costume, j'ai vérifié que la petite boîte y était bien. J'ai refermé la poche. Thiago et Laetitia étaient déjà à la table d'à côté. Je les avais vus tous les deux quand je suis entré. Lui dans une chemise de costume bleu foncé, elle dans une robe noire simple, les cheveux attachés.
L'élégance directe d'une femme qui n'a besoin d'aucun effort apparent pour être belle. Il faisait semblant de discuter du menu. Thiago ne m'a pas regardé quand je suis passé. Professionnel. Je lui ai envoyé un message sous la table. Elle arrive dans 10 minutes. Sois prêt. Il n'a pas répondu. J'ai vu son téléphone vibrer dans sa poche, et je l'ai vu ne pas le sortir. Parfait. J'ai continué à fixer l'entrée. Les minutes s'égrenaient avec cette lenteur propre au temps, quand on attend quelque chose qu'on ne peut pas précipiter. Autour de nous, la salle fonctionnait au rythme normal d'un vendredi soir à Barreira. Des conversations mêlées, des rires provenant d'une table au fond, le bruit d'une assiette qu'on pose, le serveur passant avec un plateau de travers de porc qu'on pouvait sentir de loin. La musique du propriétaire continuait, toujours de la MPB des années 80. À ce moment-là, c'était Milton Nascimento. Cette voix qui se glisse dans n'importe quel silence sans jamais être intrusive. À 20h01, Camila a franchi la porte. Robe rouge, cheveux détachés, rouge à lèvres sombres. Elle a balayé la salle du regard avec la rapidité de quelqu'un qui cherche une personne bien précise. Elle m'a trouvé, et son visage s'est illuminé d'un grand sourire. Elle s'est dirigée vers moi avec la légèreté de celle qui est exactement là où elle s'attendait à être. Sans hésitation, sans erreur d'interprétation. Avec la certitude de celle qui a déjà construit dans sa tête le déroulement de la soirée, et qui n'arrive que pour y assister. Elle est arrivée à table, à regarder les fleurs, la bougie, les verres. Son sourire s'est un peu élargi. Elle s'est assise, a posé son sac sur la chaise d'à côté, et m'a regardé de l'autre côté de la table. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. J'ai dit que oui. J'ai demandé comment avait été la circulation. Elle a dit qu'elle était venue en Uber, et que le trafic en sortant du centre-ville était dense. Elle a parlé d'un chauffeur qui avait essayé de faire la conversation tout le trajet, et qu'elle avait fait semblant d'être au téléphone. Elle a ri. J'ai souri. Le serveur est venu demander si nous voulions voir le menu, ou passer directement à la carte des vins. Camila m'a regardé avec cet air de « tu gères », une attitude qui tombait à pic puisque je savais ce qu'elle aimait. J'ai commandé le vin rouge maison, un Malbec argentin que le Varanda sert au verre et qu'elle appréciait. Elle a hoché la tête. La conversation a suivi le rythme des discussions de couple au restaurant, quand les deux font semblant que c'est une soirée normale. Elle a parlé d'une amie de Salvador qui avait traversé une situation difficile au travail, d'un nouveau projet client qui lui donnait du fil à retordre, du climat de Barreira qui était insupportable en octobre. J'écoutais et je répondais. Je posais les bonnes questions au bon moment. Intérieurement, je surveillais deux choses à la fois, le téléphone posé sur le côté droit de la table, et la table où Thiago était assis, à moins de 2 mètres de moi. À 20h27, j'ai senti la vibration de mon téléphone. C'était Thiago. Le message disait juste « Maintenant ». Je n'ai pas répondu. J'ai levé les yeux, j'ai croisé son regard pendant moins d'une seconde, et j'ai fait un mouvement de tête imperceptible. Il a replié sa serviette lentement, l'a posée sur la table, et a reculé sa chaise avec le soin de celui qui ne veut pas faire de bruit. Il a mis la main dans la poche de son pantalon. Laetitia l'a regardé, et sa main est montée lentement vers sa bouche, avant même qu'il ne bouge vraiment. Thiago s'est levé, a fait 2 pas pour arriver à côté de sa chaise, a sorti la main de sa poche, a ouvert la boîte rouge à hauteur de ses yeux, et s'est mis à genoux. La salle du Varanda do Cerrado ne s'est pas tue d'un coup. Elle s'est arrêtée par vagues. D'abord, la table la plus proche, qui a vu le mouvement et s'est tue. Ensuite, celle d'à côté, qui a remarqué le silence de la première et a regardé pour comprendre. Puis le reste, table par table, comme quand on jette une pierre dans l'eau et que les cercles s'élargissent. En 15 secondes, toute la salle était silencieuse, tout le monde regardant Thiago à genoux près de Laetitia. Camila a regardé aussi. Elle a tourné le corps sur sa chaise, a vu la scène, et pendant une seconde, son visage n'a été que pure confusion. Qui est cette femme? Qui est cet homme? Pourquoi tout le monde regarde là-bas, et pas ici? J'ai entendu Thiago parler avec cette voix légèrement éraillée de l'homme qui a répété son texte, mais qui tremble encore au moment fatidique. Il a prononcé son nom. Il a dit qu'il avait passé 3 ans à essayer de trouver le bon moment, et qu'il avait appris que le bon moment n'existait pas. Qu'il n'y a que la décision de le faire. Il a dit qu'il voulait construire le reste de sa vie à ses côtés, et qu'il lui demandait de le laisser faire. Laetitia a dit oui avant même qu'il ne termine sa phrase. La salle a explosé d'applaudissements.
Ces applaudissements spontanés d'un endroit bondé, quand il se passe quelque chose que tout le monde reconnaît comme étant vrai. Pas les applaudissements polis de ceux qui ont reçu l'ordre de le faire, mais ceux qui viennent tout seuls, parce que la scène était assez authentique pour toucher tout le monde en même temps. Thiago s'est levé. Laetitia lui a tenu la main avec ses deux mains. Certaines femmes, aux tables voisines, avaient les yeux brillants. Le serveur, qui se tenait debout avec un plateau adossé au mur, s'est mis à applaudir lui aussi. Camilla a applaudi avec eux, s'est tournée vers eux avec ce sourire de quelqu'un saisi par l'émotion sincère de la scène. Et c'est exactement à ce moment-là, alors que les applaudissements flottaient encore dans l'air, et que les yeux de tout le monde se fermaient d'émotion ou retournaient lentement à leur propre table, que j'ai pris le téléphone de la main droite. J'ai ouvert le fichier, j'ai vérifié qu'il était au volume maximum. J'ai appuyé sur Replay, et j'ai posé le téléphone au centre de la table, entre les fleurs et la bougie allumée, le haut-parleur vers le haut. Sa voix est sortie, claire. Dani, appelle-moi quand tu pourras. Écoute, je traverse une situation ici, et il faut que je t'en parle. Demain, il va me demander en mariage. Je le sais. Parce que j'ai vu la petite boîte dans le placard. Mais j'ai appris quelque chose cette semaine. J'ai parlé à Murillo. Tu te souviens de Murillo? Celui qui travaille dans les investissements à Salvador. Il m'a dit que le nom de Raphaël circulait déjà comme mauvais payeur sur le marché. Que son entreprise a définitivement coulé. Je ne peux pas faire ça. Dani. Je ne peux pas épouser un homme pauvre. Quand il posera le genou à terre, je dirai non devant tout le monde, et après, je rentre à Salvador. La pause. Je ne me sens pas mal du tout. J'ai essayé. L'audio s'est terminé. La salle était de nouveau silencieuse. Un silence différent du précédent. Le premier avait été un silence d'émotion, d'anticipation, de ce plaisir collectif d'être témoin de quelque chose de beau. Celui-ci était d'une toute autre nature. C'était le silence de ceux qui ont entendu quelque chose qu'ils n'étaient pas préparés à entendre, et qui cherchent encore à savoir quoi en faire. La table la plus proche de nous était occupée par deux femmes d'âge mûr que je ne connaissais pas. L'une d'elles avait la main sur la bouche. L'autre fixait son assiette. Camilla était livide. Ce n'était pas cette pâleur de la peur passagère qui disparaît en quelques secondes. C'était cette pâleur profonde qui commence à l'intérieur et atteint la peau lentement. Comme si le sang décidait qu'il avait des choses plus urgentes à faire que de sauver les apparences. Ses yeux étaient rivés sur le téléphone au centre de la table, comme si elle essayait encore de déterminer si ce qu'elle avait entendu était réel. Je me suis levé lentement, j'ai sorti la boîte en velours de ma poche, et je l'ai posée sur la table, à côté du téléphone. Avec précaution. Sans la lancer, sans faire de scène. Je l'ai juste posée là. Elle était vide, mais Camilla ne le savait pas, et ça n'allait pas avoir d'importance. J'ai boutonné ma veste de costume, j'ai repoussé ma chaise sous la table. Je me suis légèrement penché vers elle, et j'ai parlé d'une voix basse et ferme. Sans colère, sans tremblement. Avec cette tranquillité que vous procure 8 heures passées à fixer le plafond au petit matin, quand vous avez bien utilisé ce temps. J'ai dit, tu n'as pas besoin de dire non. Je l'ai déjà dit pour toi. Je me suis redressé. J'ai fait un signe de tête discret à Monsieur Mario, qui se tenait près du comptoir avec l'expression de quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qui vient de se passer, mais qui comprend que quelque chose d'important vient de s'achever. Je n'ai pas eu besoin de mots. Il m'a répondu d'un signe de tête. Il avait compris. Je me suis retourné, et j'ai marché vers la sortie. Je ne me suis pas retourné. Et ça ne m'a demandé aucun effort. Il n'y avait tout simplement plus rien à voir dans cette direction. Ce qui était derrière moi appartenait au passé, et dans le Cerrado bayanais, on ne rappelle jamais le passé. Le passé sert à fertiliser ce qui vient ensuite. J'ai traversé la salle. Les tables reprenaient lentement leur animation. Les conversations recommençaient à un ton plus bas que la normale, le serveur avec son plateau reprenait sa route interrompue. J'ai franchi la porte en bois, j'ai descendu la marche du trottoir, et j'ai senti l'air chaud de la nuit d'octobre de Barrera. Cette chaleur sèche qui persiste même après le coucher du soleil, stockée dans les murs et le bitume, et qui se libère lentement jusqu'à l'aube. Je suis monté dans le pick-up, j'ai fermé la porte, j'ai mis la clé dans le contact, mais je n'ai pas encore démarré. Je suis resté assis un instant dans le silence de la voiture, écoutant le bruit lointain de la ville à l'extérieur. Quelque part pas très loin,
un trio électrico répétait. Les basses me parvenaient par pulsations étouffées, comme les battements de cœur d'un autre être vivant. J'ai allumé la radio. Zeneto et Cristiano jouaient une chanson dont je ne connaissais pas le nom, mais que j'avais déjà entendue dans des fêtes de rodéo, devant des fermes, ou lors de dîners de famille. Une de ces chansons qui existent à la campagne, qui font partie du paysage et n'ont pas besoin d'être présentées. Je l'ai laissé jouer. J'ai désactivé mon compte Instagram. J'ai bloqué le numéro de Camila. J'ai bloqué Felipe Andrade, que je ne suivais même pas en réalité, mais dont je ne voulais plus avoir accès au profil. Pas même pour une future curiosité. Ensuite, j'ai appelé mon père. Il a répondu à la 3e sonnerie, avec cette voix légèrement éraillée de l'homme qui dormait presque, mais pas tout à fait. Il a demandé si tout allait bien. J'ai dit que oui. Que la récolte était bonne, et que je pensais que ça allait marcher. Il est resté silencieux une seconde, puis a dit, avec cette économie de mots dont fait preuve l'homme de la campagne quand il veut dire quelque chose d'important sans en faire trop, ça a toujours marché, mon fils. J'ai raccroché, j'ai démarré le moteur, et je suis parti pour la ferme. La première chose que je fais quand j'arrive à la ferme, au petit matin, c'est d'éteindre la climatisation du pick-up avant d'ouvrir la porte. Ce n'est pas une habitude rationnelle, c'est un rituel. Je l'ai appris de mon père, qui l'a appris de mon grand-père, qui l'a probablement appris par nécessité, et a continué à le transmettre comme une vérité. L'idée est simple. Vous laissez votre corps se préparer avant d'affronter l'air extérieur. Vous ne brusquez pas le système. Vous entrez lentement dans l'environnement qui va vous accueillir. Cette nuit-là, j'ai compris que j'avais passé toute l'année à faire exactement l'inverse avec Camila. J'avais plongé la tête la première sans laisser mon système se préparer. Sans laisser l'environnement révéler ce qu'il était, avant de m'y installer. J'ai ouvert la porte du pick-up. L'air d'octobre à Barreira, à minuit, est une chose spécifique que quelqu'un qui ne connaît pas le Cerrado ne peut imaginer. Il est encore chaud, car la chaleur du jour met des heures à quitter la terre, mais il possède une sécheresse qui vous nettoie de l'intérieur quand vous prenez une grande inspiration. L'odeur de l'herbe, de la terre, de quelque chose de lointain. Ça pouvait être un feu de broussailles, ou ça pouvait juste être le Cerrado qui fait son Cerrado. Un bruit d'insectes constant, le genre qu'on entend plus au bout de quelques minutes, parce que le cerveau l'assimile au silence. Je suis allé sur le porche de la maison, je me suis assis dans le rocking chair que mon grand-père avait acheté à une foire artisanale à Barreira dans les années 70. Ce fauteuil que ma mère avait refusé de jeter à sa mort. Le bois grince toujours au même endroit, toujours de la même manière. Comme si c'était la seule chose qu'il avait encore à dire, mais qu'il tenait à dire à chaque fois. Je suis resté assis un moment sans rien faire. Je n'ai pas repassé la soirée en boucle. Je ne suis pas resté là à imaginer ce que Camila devait ressentir, ce qu'elle avait dû faire après mon départ, si elle avait pleuré, si elle était restée figée, si elle avait demandé l'addition, si elle avait appelé quelqu'un. Non pas parce que je n'étais pas assez humain pour être curieux, mais parce que la réponse ne changeait rien à ce qui avait été décidé. Et je ne voulais pas gaspiller l'énergie du lendemain avec les questions de la nuit précédente. Ce que j'ai fait, c'est regarder le ciel. Le ciel du Cerrado baïannait en octobre, à minuit, sans aucun nuage. J'en ai déjà parlé, mais il est difficile de ne pas y revenir. C'est le genre de chose qui ne se fatigue jamais d'être vrai. Les étoiles sont trop basses, trop proches. Et vous avez cette étrange sensation que, si vous vous leviez tout de suite et continuiez à marcher à travers le champ, vous finiriez par les atteindre. Mon grand-père disait que le Cerrado faisait cet effet à quiconque était assez silencieux pour le recevoir. Que la grandeur de la terre exige que l'on se fasse tout petit, pour qu'elle puisse nous montrer ses yeux. Je suis resté tout petit dans ce fauteuil pendant un bon moment. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles, du moins, pas comme on raconte habituellement les histoires de dépassement de soi. Vous savez, cette ligne droite qui part d'en bas pour aller vers le haut. L'obstacle ici, la victoire là, et l'arrivée glorieuse à la fin. La vraie vie d'un producteur rural n'est faite d'aucune ligne droite. Il y a une récolte qui surprend, et une récolte qui déçoit. Il y a des mois où la trésorerie se clôture bien, et des mois où vous regardez le tableur et avez besoin de prendre une profonde inspiration avant de continuer. Il y a une décision qui semblait bonne le lundi, qui paraît mauvaise le mercredi, et qui redevient la bonne le dimanche. Ce qui a changé n'est qu'une seule chose, mais elle a tout changé, j'ai arrêté de porter un poids qui n'était pas le mien. La restructuration de la dette s'est achevée en novembre, 2 mois après la soirée au Varanda do Cerrado.
Enrique, du cabinet de Sao Paulo, m'a appelé un mercredi après-midi, pendant que j'étais au milieu des cultures. Il m'a dit que les documents avaient été signés, et que le calendrier d'amortissement avait été approuvé par la banque. Il parlait avec la sérénité de celui qui a vu une situation difficile se transformer en routine de gestion tant de fois, qu'il ne ressent plus le besoin d'en dramatiser le soulagement. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et j'ai continué à marcher à travers les champs. La récolte du maïs safrina s'est terminée en décembre, à 22% au-dessus des prévisions. Ce n'était pas de la chance. C'était l'accumulation de décisions techniques que l'agronome et moi avions prises pendant des mois, en ajustant l'irrigation, en corrigeant le sol, en surveillant les parasites avec une fréquence que l'équipe avait d'abord jugée excessive, avant de l'accepter comme la norme. Lorsque les chiffres de la récolte ont été clôturés, j'étais dans le hangar avec l'équipe, en train de regarder le rapport sur la tablette. Et ce que j'ai ressenti, ce n'était pas de l'euphorie. C'était la satisfaction tranquille de celui qui a planté correctement, et a récolté ce qu'il méritait. Sans surprise. Parce que la surprise implique que vous ne vous y attendiez pas, et moi, je m'y attendais depuis le jour où j'avais décidé de faire confiance au plan. Avec l'argent du maïs qui est rentré, j'ai réglé 68% de la dette par anticipation. La banque m'a appelé en janvier pour m'offrir une nouvelle ligne de crédit, avec de meilleures conditions que celles que j'avais avant la crise. Le directeur m'a dit, avec ce ton de banquier qui complimente sans perdre sa formalité, que le mien était l'un des cas de restructuration les mieux exécutés qu'il ait suivis dans l'ouest de Bahia ces dernières années. J'ai répondu que j'avais eu de bons partenaires. En février, un producteur de l'huile Eduardo Magalhães m'a contacté. Il avait suivi de loin ce qui s'était passé avec Drummond Agro, la rumeur, la restructuration, la récolte. Il voulait discuter d'un partenariat. Il avait des terres, il avait du capital, mais il n'avait pas l'opération que j'avais construite. La conversation a duré 3 réunions. À la 4e, nous avons signé. La ferme s'est agrandie de 400 hectares supplémentaires avec cette opération. Aujourd'hui, les actifs consolidés de Drummond Agro valent 40% de plus qu'au moment où la rumeur de faillite battait son plein. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ce qui arrive quand on traverse une crise sans abandonner la méthode, et sans laisser le bruit extérieur remplacer son propre jugement. Thiago a épousé Laetitia en mars. C'était dans une ferme, à la périphérie de Barreira. Une cérémonie simple, la famille proche, beaucoup de bonne nourriture, et un froid de fin d'après-midi dont tout le monde se plaignait, mais que personne ne voulait fuir. J'étais le témoin. Pile au moment où il a glissé la bague à son doigt, et où le prêtre a posé la question formelle, quelqu'un au 2e rang a sangloté d'émotion. C'était la mère de Laetitia, que je n'avais jamais vue avant ce soir-là, et qui pleurait comme quelqu'un qui a longtemps attendu cette scène. Plus tard, lors de la fête, avec la musique au volume que la campagne respecte, et des travers de porc sortant du barbecue toutes les 20 minutes, Thiago m'a cherché à une table dans un coin. J'y étais avec un verre de bière, et le bon silence de celui qui n'a pas besoin d'être au centre de quoi que ce soit. Il s'est assis, a croisé les bras sur la table, et m'a regardé une seconde avant de parler. Il a dit « Merci pour cette nuit-là. Pour le coup de pouce. » J'ai répondu que ça n'avait pas été un coup de pouce, qu'il était prêt depuis longtemps. Il avait juste besoin d'une soirée avec assez de poids pour que ça ait du sens. Il a hoché la tête, et s'est éloigné pour retourner sur la piste de danse où Laetitia l'attendait. J'ai eu des nouvelles de Camilla indirectement. De la façon dont les nouvelles de la campagne vous parviennent quand vous n'avez rien demandé, mais qu'elles arrivent quand même. Une connaissance commune m'a raconté des mois plus tard, sans que je le demande, qu'elle était retournée à Salvador juste après cette nuit-là. Qu'elle avait passé un certain temps sans rien poster sur Instagram, ce qui, pour quelqu'un qui vivait de son image, équivalait à porter le deuil. Que plus tard, elle était revenue avec une nouvelle biographie et des photos différentes. Plus sobre, sans cet éclat de la personne qui est toujours à une fête qui coûte trop cher. Felipe Andrade avait définitivement disparu de ses réseaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, et je n'avais pas envie de le savoir. C'était un chapitre que je n'avais pas lu, et ce n'était pas à moi de l'ouvrir. Ce que je sais, c'est ce que j'ai appris. Et j'ai appris plus de choses cette année-là, que dans n'importe quelle autre année dont je me souvienne. Pas sur les femmes, pas sur la trahison, pas sur les manœuvres qu'un certain type de personne orchestre quand il pense avoir quelqu'un à genoux devant lui. J'en ai appris sur moi-même. Sur ce que j'étais prêt à offrir sans vérifier la destination. Sur la différence entre aimer quelqu'un, et avoir besoin de cette personne pour confirmer la valeur de ce qu'on a construit.
Un matin de mai, 6 mois après le restaurant, je me suis réveillé avant le soleil. Je suis allé sur le porche, je me suis assis dans la chaise de mon grand-père, qui grince toujours au même endroit. Le Cerrado s'éveillait, comme seul le Cerrado sait le faire. Lentement, par couches. D'abord, ces oiseaux dont je ne connais pas le nom, mais que mon grand-père connaissait tous par cœur. Ensuite, la lumière qui n'apparaît pas d'un coup, mais qui teinte lentement l'horizon par degrés. De l'orange d'abord, puis ce jaune spécifique qui annonce la chaleur de la journée sans demander la permission. Les machines ont commencé à démarrer là-bas, dans le hangar. L'opérateur qui pointe à 5h30. Ce bruit de moteur diesel qui chauffe avant le travail. Le bruit le plus honnête que je connaisse, car c'est le bruit d'une chose qui va faire ce pourquoi elle a été créée. L'odeur de la terre mouillée par l'irrigation nocturne. Le café coulé que quelqu'un préparait dans la cuisine de la maison des employés. J'ai pensé à mon grand-père, qui est arrivé ici avec un troupeau d'ânes et une promesse inventée. À mon père, qui a traversé la sécheresse de 93 sans dormir et sans abandonner. Et à moi-même, qui avait traversé ma propre forme de sécheresse, et qui était assis dans la même chaise que d'eux, regardant le même horizon, avec une ferme plus grande que ce qu'aucun des trois n'avait planifié quand tout a commencé. Je n'ai aucune colère envers Camilla. Ce n'est pas une phrase de fin d'histoire pour faire bien. C'est ce qui est vrai, quand je m'arrête et que je vérifie. La colère exige que l'on continue à prêter attention à ce qui l'a causé. Et je n'ai plus d'attention disponible pour ça. Ce que j'ai, c'est de la gratitude. Du genre honnête, sans ironie. Elle m'a montré que j'avais construit quelque chose de trop grand pour le remettre à quelqu'un qui n'en voyait que le prix, sans jamais s'arrêter pour en comprendre la valeur. Une bonne terre ne se confie pas à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va y planter. Mon grand-père avait raison. Il a toujours eu raison.